Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda-Selamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent chaque semaine, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda-Selamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ avec notre amie la Major Ilialana, Major à la section de liaison de la division terrestre de la Prakanda-Selamuka. Bonjour Ilialana, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à vous, bonjour à tous, je vais très bien, merci bien. Et vous? Et bien tout bien aussi, merci. Alors nous voici réunis à nouveau pour la 36e entrevue. 36 déjà. Alors, j'ai sélectionné à cette occasion, comme à mon habitude, 1, 2, 3, 4, 5 intervenants. Et à ce propos, je voudrais une fois encore remercier nos amis qui nous envoient des questions, beaucoup de questions. Et je souhaiterais également faire une remarque par rapport à ça, en vous demandant, les amis, de bien vouloir nous envoyer des questions précises. En effet, on reçoit des formulaires avec des questions du genre « Parlez-nous de ceci, parlez-nous de cela ». Ça, c'est un peu vague, vous voyez, parce que, bon, on peut s'étendre énormément sur un sujet, on peut passer à côté de vos propres attentes, on ne sait pas trop comment... Et puis, il est un fait que les Dvish ont franchement besoin de questions très précises pour adresser des réponses précises. Quand c'est un flou, on risque de s'égarer un petit peu. Donc s'il vous plaît, si un sujet vous intéresse, eh bien, sélectionnez un segment de ce sujet et posez une question très précise en rapport avec ça pour que nous puissions apporter une réponse. Donc, hein, je ne me trompe pas, Lielana, c'est quand même ça à votre préférence, ce mode, le modus operandi. Oui, absolument. Non, c'est vrai, les amis, s'il vous plaît, envoyez des questions précises. C'est très difficile d'évoquer un sujet aussi vaste que, je ne sais pas, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de la création. Oh, que voulez-vous qu'on dise par rapport à ça? C'est vraiment... donc, posez des questions précises, on vous répondra précisément. Sinon, c'est quand même un peu difficile. Merci d'avance. Bon, voilà pour le message. Voilà le message à faire passer. Alors, vous êtes prêts, Elena? On y va? Ah, mais je vous attends. Je suis impatiente d'avoir les premières questions. Eh ben, allez, c'est parti. Alors, première question de Marga Shodaka. Alors, peut-on considérer l'orgueil comme un point de rupture universel? Je crois qu'il a été dit qu'un réalisé peut chuter par manque de maîtrise de son orgueil, en s'en prenant trop la tête, à titre d'exemple. Est-ce que Nudvich est dénué d'orgueil ou sa maîtrise lui est plutôt complètement naturelle, ce qui aurait du sens? Alors, vous êtes orgueilleuse, Eliana? Dit comme ça, j'ai pas l'impression. Non, en fait, non, je suis un monstre d'humilité, voyez-vous. Ah bah je vois, oui, ça commence bien. Non, mais bon. Mais c'est une bonne question, hein, ceci, c'est une bonne question. C'est une question relativement centrale, hein, en termes de spiritualité, par rapport à ce qu'on a pu connaître, par rapport à ce qu'on a pu voir, et puis par rapport à ce qui est encore et ce qui sera certainement demain. C'est vrai que l'orgueil est quelque chose qui est quand même très à risque. Alors, un point de rupture universel, c'est une possibilité, effectivement. Il est vrai que la surestimation de soi est un véritable problème. C'est un véritable problème parce que on peut être orgueilleux pour plein de raisons. Les gens sont orgueilleux parce qu'ils sont pleins d'argent face aux gens qui n'en ont pas. Voilà, comme on dit, ils se la pètent un peu. Hein. Il y a des gens qui sont orgueilleux à leur connaissance. Il y a des gens qui sont orgueilleux par rapport à leur diplôme, par rapport à leur profession, par rapport à leur conjoint ou conjointe, éventuellement. Il y a quelqu'un qui est pas très avenant physiquement et qui se trouve au bras de quelqu'un de magnifique, forcément ça a tendance à gonfler son orgueil. Et il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel qui est une véritable réalité. C'est pour ça d'ailleurs que dans la tradition chrétienne, enfin dans le catholicisme en l'occurrence, les évêques portent traditionnellement une améthyste au doigt, parce que c'est une pierre qui est censée
juguler cet orgueil. C'est la pierre qui combat l'ivresse spirituelle, l'ivresse en termes d'orgueil en l'occurrence. Donc oui, c'est quelque chose qui dans la spiritualité est très présent, effectivement. Alors c'est une possibilité, oui. Un point de rupture universel, oui, je pense qu'on peut dire raisonnablement ça. C'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Parce qu'à partir du moment où on avance un peu, on se sent vraiment bien sur le rail, on se sent bien loin, à tort ou à raison, hein, ça peut être complètement faux, ça peut être complètement illusoire d'ailleurs. Et là, on peut avoir tendance éventuellement à mépriser un peu les gens autour qui n'ont pas atteint notre propre niveau. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention parce que ça ne pardonne pas. Effectivement, là, c'est la chute assurée. Alors, est-ce que les Dish sont dénués d'orgueil? Très honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui, parce que en fait, c'est pas quelque chose qu'on est amené à combattre ou à devoir maîtriser. C'est quelque chose que généralement on trouve extrêmement fatigant. Être orgueilleuse pour ci, pour ça, moi, on trouve ça épuisant. Alors, bêtement, on n'est pas comme ça, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus économisant, personnellement, de ne pas l'être. Bon, ça c'est notre sentiment, hein, mais on fait attention quand même, au cas où, sait-on jamais. Mais apparemment, ce n'est pas quelque chose auquel nous sommes sensibles, effectivement. D'accord. Ah bah une Viche est naturellement immunisée contre l'orgueil. Oh, c'est fantastique, ça. Bon, très bien. Alors, deuxième question de Marga Chodaka. Quel est votre avis personnel quant à un apport supplémentaire en oméga 3 de source animale, dans l'huile de poisson par exemple, dans son alimentation? Est-ce que, selon vous, ceux d'origine végétale pourraient avoir la même valeur, contrairement à l'idée répandue? Vous y connaissez en nutrition, évidemment? Oh, je m'y connais suffisamment pour répondre à la question, quand même, oui. Alors, non, disons que les apports végétaux, c'est pareil pour les protéines, hein. Les apports végétaux ont la même valeur que les apports animaux, mais ils ne sont pas assimilables de la même manière, en tout cas pas aussi aisément. Dans les années à venir, ça devrait changer, mais pour l'instant, c'est vrai que le corps est très formaté. Ancien paradigme, âge de fer, alimentation à la sauvage, surtout industrielle. C'était moins le cas il y a très très longtemps. Voilà, on parle souvent des chasseurs-cueilleurs, donc ils chassaient à l'année et quand il n'y avait plus de viande, ils allaient cueillir. En fait, ça n'a jamais existé, comme un peu beaucoup de choses. C'était complètement le contraire. En fait, ils cueillaient à l'année, oui, ils cultivaient pas encore forcément, mais ils cueillaient, ils ramassaient des herbes, des baies, etc. Des champignons, des racines, des feuilles, enfin bref. Et quand c'était la mort d'une saison, ils allaient chasser pour pouvoir se nourrir. Alors, à l'époque, forcément, ils étaient beaucoup plus... le corps humain était beaucoup plus disposé à recevoir et à assimiler des apports végétaux. Et les quelques décennies passées, ça s'est complètement inversé. Mais vraiment complètement. Ça a commencé il y a quelques siècles, et là, ces derniers temps, ça a été véritablement une misère, parce que le corps a été quasiment programmé pour ne pouvoir véritablement profiter que des apports apportés par la chair animale. Ce qui est quand même dommage, parce qu'à l'origine, ce n'est pas le cas du tout. Alors, le corps reprenant un peu, ou allant reprendre ses prédispositions naturelles, on devrait retrouver un équilibre par rapport à ça, avec une meilleure assimilation des origines, des apports d'origine végétale. Mais c'est vrai que pour l'instant, s'il y a une grosse nécessité d'apport en quoi que ce soit d'essentiel que l'on trouve dans l'origine animale, c'est vrai que il faudrait privilégier à ce moment-là l'origine animale, effectivement, pour profiter d'une bio-assimilation la plus optimale possible. Ça c'est un fait. Donc c'est pas une question de valeur, c'est vraiment une question de possibilité d'assimilation. Voilà. Ah bah ok pour ça, voilà. Bah, vite fait, bien répondu. Alors, Marga Chodaka, un nom bizarre.
donne ceci comme remarque additionnelle. Merci à tous les deux pour votre engagement inébranlable à la vie, à la mort, de tenir les gens informés, de nous divertir. J'aime penser que la gentillesse n'est presque jamais de trop en ce monde. Voilà. Eh bien, merci à vous. Bon, ceci dit, à la vie, à la mort, j'ai pas l'impression d'avoir risqué ma vie en venant ici. Après, ça devrait... Mais bon, c'est vrai qu'on fait vraiment tous les efforts qui dépassent parfois nos capacités naturelles sur le moment pour pouvoir assurer ces rendez-vous. Effectivement, merci de l'avoir remarqué. En tout cas, c'est gentil. Voilà, en tout cas, j'espère que la réponse d'Iliana saura vous satisfaire. Alors, on passe ensuite à une question de Tadvena qui nous dit ceci. Bonjour Iliana et aux présentateurs phares des podcasts et merci pour leur présence. Ma question se situe à l'origine du principe du mal, donc de l'ennemi. Qu'est-il intervenu ? Par quelle action ou événement, ou s'agit-il d'une combinaison de plusieurs événements, peut-être même d'origine cosmique, qui ont induit la situation telle que nous la vivons à ce jour ? Peut-être que le prévoyait aussi de cette façon, J'espère que j'ai su traduire ma pensée et que ma question est aussi compréhensible que possible. Merci pour votre réponse. Alors, Iliana. Ouais, alors, je me permets. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, Tadvena, mais je me permets de vous renvoyer à la vidéo podcast hors série numéro 1. Cette vidéo podcast qui est entièrement, je crois pour à peu près 20 minutes, 25 minutes, qui est entièrement consacrée à ce sujet, qui répond assurément à cette question. Alors, j'ai toujours l'impression que les gens ont écouté, mais qu'un élément d'information leur manque, alors ils posent la question, mais ils la posent pas assez précisément, et moi je ne vois pas où se trouve le problème quelque part dans l'information qui manquerait potentiellement. Alors je me permets quand même de vous renvoyer au visionnage de cette vidéo-là, parce que elle a été entièrement consacrée à ce sujet. Donc apparemment, a priori, il n'y a aucune raison que vous n'y trouviez pas la réponse attendue. Maintenant, si un détail devait manquer selon vous, ou si une réponse à une question que vous poseriez ne serait pas traitée dans la vidéo, là, vous pourrez nous réécrire, mais en demandant vraiment, en nous posant la question vraiment très précise par rapport à ça. Je suis désolée, j'aime pas renvoyer les gens comme ça aux vidéos déjà faites, mais c'est vrai qu'on va pas refaire la vidéo hors série maintenant. Eh bien non, forcément, si la réponse a déjà été enregistrée, ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Alors Tadvena, s'il vous plaît, vidéo podcast hors série numéro 1. Et effectivement, comme le dit Iliana, si vous ne trouvez pas réponse à votre interrogation, eh bien revenez sans problème, revenez vers nous. Voilà, alors bon. Donc je passe à l'intervenant suivante, en l'occurrence Géraldine, qui nous réécrit une fois encore. Chère Iliana, quelle est l'importance et l'influence réelle de la date de naissance, l'astrologie, les signes zodiacaux et autres ascendants sur les êtres humains ? La Lune étant un astre artificiel, dans quelle mesure influence-t-elle vraiment la nature et l'homme ? Calendrier lunaire, marée, activité humaine alignée avec les phases de la Lune, etc. Merci pour votre réponse. C'est intéressant ça, parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire concernant l'astrologie et tout ça. C'est ce type d'influence-là, bien évidemment nié par la science. Bon, à la limite, on comprend pourquoi, mais alors que c'est indéniable. Donc, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Oh là, je crois qu'il a beaucoup à en dire. Vraiment, vraiment beaucoup. Là, pour le coup, c'est un vaste sujet. Ça n'a pas l'air, mais... Alors, si la date de naissance, l'astrologie, signes zodiacaux, bon, tout ça est un même contexte. Alors, en fait, les scientifiques, effectivement, ont essayé de trouver, de voir s'il pouvait y avoir une influence mesurable des astres, mais ils les estiment être tellement éloignés de la Terre que leur influence, hormis celle de la Lune, on y reviendra, est de toute façon tellement négligeable que ça ne peut pas avoir d'influence. Bon bah ça c'est la science, c'est la science matérialiste, on sort le compteur, on regarde l'écran, il se passe rien, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Bon, en l'occurrence, l'être humain est un être qui n'est pas que physique, il est, comme j'avais déjà dit, tous les plans de conscience s'interpénètrent en lui. Et chaque chakra est un carrefour, représentant également une porte qui conduit, qui met en résonance
la partie de l'âme qui est en résonance avec lui, et par rapport au plan de conscience qui lui correspond. Et en l'occurrence, le corps astral est quand même un corps très important. C'est le corps véritablement subtil le plus proche du cadre physique dans lequel l'être humain évolue. Et en fait, on appelle ce plan le plan astral, tout simplement parce que les astres y ont une influence absolument fondamentale. Alors en astral, la distance est complètement subjective. Comme le Hiérodarque le disait souvent, si une Edwige a besoin que la banlieue de Moscou se trouve à 1 kilomètre de celle de Pékin, eh ben c'est comme ça. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement extrêmement fluide, l'astral. Hein. Il y a véritablement, je dis pas abolition, mais relativisation très forte de la notion d'espace et de temps. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus miscibles que sur le plan physique, même si le plan physique contient cette réalité-là, mais elle est nettement moins évidente à constater, évidemment, quand on se trouve sur le plan physique, en tout cas incarné. Tout ça pour dire que le plan astral est un vaste champ d'influence où se trouve le rayonnement de tous les astres qui représentent des sphères d'influence. Je parle pas d'une boule qui représente la planète potentiellement, hein. On a déjà parlé de ça, hein. Mais les astres rayonnent une énergie très particulière, une énergie, je dirais, identitaire par rapport à ce qu'elles sont elles-mêmes, par rapport à leur propre conscience, parce que évidemment elles ont une conscience elles-mêmes. Et cette influence s'écoule de l'une vers l'autre, dans un ordre très précis, selon des chemins très précis, ce qui est relativement bien représenté, même de façon cryptée, hein, mais relativement bien représenté par l'arbre séphirotique de la tradition kabbaliste, et qui associe donc chaque planète a une sphère d'influence précise, donc avec son nom en hébreu, correspondant à une particularité précise, influençant dans ce sens tout ce qui est soumis à cette influence, y compris l'être humain. Donc, si on dit par exemple que Mars, dans un dessin astrologique, un thème astrologique, voilà. S'il y a une influence de Mars, il y aura une certaine forme de violence. Je schématise énormément, il faut pas faire trop d'attention. Par contre, si on a une influence de Saturne, bien aspectée, il y aura une notion de sagesse qui croisera celle de Mars, par exemple. Voilà. Donc on attribue aux planètes, non pas complètement au hasard évidemment, on attribue aux planètes des caractéristiques qui ne sont pas celles des planètes en tant que planète, quoi. Enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'une planète. Enfin, ce n'est pas la planète physique qui caractérise ça. Une planète physique a son influence astral sur l'astral, mais le plan de la matière est influencé par cette caractéristique propre. Le plan physique est un creuset qui reçoit toutes les influences physiques, naturellement, mais pas que. Elle reçoit toutes les influences possibles et imaginables sur tous les plans de conscience, y compris et surtout les influences astrales. Et donc leur distance ne signifiant rien en astral, cette influence est directe. Alors, elle est peut-être vraiment vaguement plus ténue si la planète est plus éloignée, vraiment vaguement. C'est-à-dire que l'influence de Pluton, par exemple, sera quand même nettement moindre par rapport à celle de la Lune. Bon. Aussi parce que la planète est plus lente. Et donc, son influence varie extrêmement lentement par rapport aux astres plus proches. Donc tout ça se joue, tout ça est un vaste champ de circulation d'énergie, et l'être humain est impacté par rapport à ça, et le moment et le lieu de sa naissance crée une configuration d'écoulement d'énergie, il met une empreinte particulière sur un corps physique né à tel endroit, à telle date,
Et cette empreinte ne cessera d'être mise en résonance en fonction des différents aspects, des différentes circulations des planètes, donc nécessaire l'influence les unes par rapport aux autres. Cette géométrie change en permanence et forcément l'influence change également de même. Sans compter que les effets de différentes sphères, différentes planètes se croisent et se mélangent quelque part. Voilà. Donc ça correspond à pas vraiment une forme de destinée, mais c'est parce que c'est quelque chose qui peut être parfaitement dépassé et transcendé. Un thème est ce qui correspond à un cliché de l'état d'une âme s'incarnant à ce moment précis pour le reste de son existence et lui trace quelque part un itinéraire de vie. Maintenant, charge à cette âme via la personnalité, correspondant au creuset incarnationnel, de se déplacer où il le veut, comme il l'entend, en fonction des influences qui lui arrivent, mais qu'il peut soit utiliser à bon escient, à mauvais escient, ou qui peut ne pas utiliser, mais alors à ce moment-là, il en sera quelque peu victime, comme un bouchon ballotté à la surface de l'océan. Donc tout ça est destiné à tracer des sillons préfigurant une ligne de vie, eh bien que l'âme dans son incarnation doit apprendre à maîtriser autant qu'elle le peut. Alors ça c'est la théorie de base. Maintenant, il faut savoir que l'astrologie telle qu'elle est enseignée aujourd'hui est quand même extrêmement erronée, elle aussi est obsolète. Parce que l'influence de ces astres a beaucoup changé depuis le retour de l'âge d'or en 1986, mais aussi et surtout parce que la position des étoiles a complètement changé. On est héritier de quasiment une science qui date de 5000 ans. Et en 5000 ans, vous imaginez bien que le ciel a un peu bougé, pas forcément énormément, mais quand même suffisamment pour que ça fasse la différence. En plus de ça, on part du postulat qu'il y a 12 signes du zodiaque. Et que donc dans une année, le soleil semble parcourir ces 12 signes. Évidemment, c'est une illusion d'optique par rapport à la rotation de la Terre sur le soleil, par rapport à la rotation de la Terre autour du Soleil, mais c'est une réalité. Il y a ce positionnement de l'un par rapport à l'autre, par rapport au fond du ciel, est quelque chose qui est véritablement authentique et qui génère une influence aussi. Je vous dis, la géométrie de l'ensemble des sphères est influente en soi. Cette géométrie changeant en permanence, de manière prédictible. Il y a quand même moyen, quand on connaît les clés en rapport, savoir un peu quelle tendance se dessine. Le problème, c'est que il y a un fort décalage. Par exemple, l'entrée du soleil dans le signe du zodiaque qui marque le printemps, eh bien, cette date du printemps n'est nettement pas celle qui est annoncée au calendrier. Donc c'est difficile d'être exact, d'être précis avec cette science-là, dans la mesure où les données à la base sont quand même quelque peu erronées. En plus, il n'y a pas 12 signes du zodiaque, il y en a 14. Il y a le Ophiuchus, en plus, on appelle aussi le Serpentaire, qui ne dure pas 3 semaines, mais quand même beaucoup moins. Et il y a le signe de la Baleine, dans lequel le soleil passe durant 3 jours. Donc il y a des gens qui, ce jour-là, justement, naissent et on dit, bon, ils appartiennent à tel signe, alors qu'ils font partie du signe de la Baleine, et non pas d'autre chose. Donc il y a précisément 14 signes dans lesquels gravite le soleil, en apparence, par rapport à la rotation de la Terre autour de lui, sur la durée donc de 12 mois. Bon, vous voyez, c'est quand même, c'est relativement approximatif, c'est pas très précis comme science quand même. C'est relativement aléatoire, alors qu'il y y aurait parfaitement moyen d'avoir quelque chose de très précis. L'avenir de l'astrologie est absolument extraordinaire, on en connaît un peu, on sait vers où ça va aller, et en fait, on va se diriger vers une fusion de l'astrologie et de l'astronomie. Les deux disciplines n'en feront plus qu'une, et on se dirige également vers une astrologie galactique. Alors là, je vous dis, il y a un recensement qui est actuellement opéré par certaines intelligences appartenant donc
aux sphères de conscience beaucoup plus hautes, un recensement de toutes les étoiles, toutes les influences des étoiles, non pas des planètes en l'occurrence, mais des étoiles, susceptibles d'être influentes, parce qu'elles le sont de toute façon. Alors c'est mineur, mais n'empêche que c'est quand même très précis. Et il va falloir, pour faire un recensement total, il va falloir 30 000 ans. 30 000 ans. Mais dans 30 000 ans, nous aurons un catalogue absolument parfait et extrêmement précis d'une astrologie galactique complète. Enfin, vous voyez, bon, on y est largement pas forcément, mais c'est quand même très 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 intéressant. Alors, il y a quand même, malgré ces erreurs qui ponctuent cette science de l'astrologie, je dis science quand même, elle n'est pas reconnue officiellement par la science, mais enfin, il y a bien des sciences officiellement reconnues qui sont du pur charlatanisme, quand même. Enfin bon, on va pas rentrer dans le débat encore une fois, mais disons qu'au niveau de l'astrologie, eh bien, on remarque quand même de grands succès dans les prédictions par rapport aux thèmes dressés sur base du lieu de naissance, du lieu et de la date d'un événement. Ça peut être la naissance de quelqu'un, ça peut être la naissance de quelque chose, ça peut être un événement aussi, enfin bon, bref. Mais on remarque des succès de prédiction, tout simplement parce que la force de l'égrégore mondial de la croyance en l'astrologie est tellement puissant qu'il plie les événements en fonction de la croyance. Encore une fois, la réalité est une question de choix. On revient perpétuellement sur cette notion qui apparaît être centrale quand même. Et donc, on a une influence qui est orientée par la foi en le fait que l'astrologie fonctionne, ce qui est le cas, mais pas comme on la conçoit. Eh bien, cette foi est suffisamment puissante pour dévier le cours des événements, contrarier les influences astrales et mettre en place un système de réalité qui soit conforme à cette croyance. C'est quand même exceptionnel. Voilà grosso modo ce qu'on peut en dire. Alors la Lune, effectivement, c'est un astre artificiel, on est parfaitement d'accord. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une conscience autonome. D'ailleurs, la conscience de la Lune a souhaité, depuis l'Antiquité grecque, être connue sous le nom de Sélénée, comme elle a toujours été. Elle a eu des noms par centaines, voire par milliers, mais c'est celui-là qu'elle a choisi, un peu comme Gaïa, on a reçu beaucoup, mais elle a choisi Gaïa. Donc finalement, les consciences sont vraiment assez fortement en adéquation avec la pensée grecque, de la Grèce de l'Antiquité, bien évidemment. Et eh bien, Sélénée est une conscience parfaitement autonome, parfaitement développée, exactement comme une autre planète, malgré son caractère artificiel. J'ai eu l'occasion de parler dans une vidéo podcast précédente du fait que même une voiture technologiquement avancée peut développer une conscience. Alors, vous imaginez, la Lune n'est pas simplement une boule creuse recouverte de poussière, hein. C'est très complexe, hein, à l'intérieur. Donc, là aussi, il y a quand même de quoi développer des choses très 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 précises. En plus, ce n'est pas le premier satellite qui transite dans le ciel de la Terre. Il y en a eu avant, hein, et ils ont été détruits. Et en fait, la Lune a en partie récupéré la conscience du satellite précédent. Donc oui, c'est toujours infiniment complexe, ces histoires-là. Mais les calendriers lunaires, les marées c'est gravitationnel, donc ça c'est pas très difficile, hein. L'activité humaine alignée avec les phases de la Lune, et les calendriers lunaires pour l'agriculture par exemple, ou simplement les influences astrales liées à la féminité, à la famille, au foyer, ça c'est une vraie réalité, c'est vraiment dans ses caractéristiques propres. Oui, c'est quand même bien complet comme réponse, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là derrière. Alors Géraldine pose une deuxième question. Comment pensez-vous gérer le statut des femmes au sortir d'une société patriarcale et dégradante pour celle-ci ? Comment contrer également le sabotage de certaines femmes envers leurs sœurs ? Je veux dire que souvent les femmes entre elles sont envieuses, jalouses et en compétition, nuisant ainsi à l'expression de leur vraie nature. Merci. C'est quand même... Ça aussi, c'est une question intéressante, hein. On change de registre, mais ça mérite d'être posé. Alors oui, effectivement, c'est vrai que la femme est censée quand même
représenter un exemple quelque part. Et pour l'instant, elle en est un peu loin tout de même. Hein. Faut pas se, faut pas se le cacher. Alors bon, gérer le statut des femmes de toute façon, il est un fait que le statut du féminin en général aura une place centrale dans la nouvelle civilisation. Ça, c'est indispensable. On dit qu'on corrige toujours un excès, non pas par un autre excès, enfin l'excès opposé, mais en reprenant en se positionnant sur une voie, disons, médiane. Alors malheureusement, l'être humain a tendance à ne jamais opérer comme ça, c'est-à-dire que il y a toujours une tentative de correction en faisant les mêmes bêtises, mais dans un contexte diamétralement opposé à la bêtise d'origine. Alors, c'est pas la peine de remplacer une bêtise par une autre, mais il est assez difficile de faire entendre raison aux gens si on ne prend pas des contre-exemples quand même relativement puissants. Donc, on ne va certainement pas mettre en place un système qui rende les hommes dépendants des femmes, comme ça a été le cas dans le sens inverse jusqu'à présent, mais on va quand même mettre en place un système où la femme sera particulièrement mise en avant. Ce qui permettra de détecter aussi beaucoup les récalcitrants à ce système-là. En sachant que il y aura de fines corrections quand même avec le temps, permettant de rééquilibrer correctement tout ça. Mais dans un premier temps, il va quand même falloir mettre la femme en avant obligatoirement, histoire de la sortir de sa séquestration psychologique par rapport à sa position liée à l'homme comparativement au masculin. Les fiches seront quand même relativement représentatives de cette polarité féminine. Hein. On sera quand même beaucoup, et l'ensemble de l'autorité nous reviendra. Donc forcément, je me doute que ça causera quelques heures. Bon, enfin, on aura les moyens on va dire, de mater les rébellions et d'adoucir un peu les envolées émotionnelles du même registre. Alors, le statut des femmes, de toute façon, les femmes seront protégées. On les protégera. Mais attention, elles seront, on représentera également le garde-fou, de manière à ce qu'elles n'exagèrent pas et ne tentent pas de prendre l'ascendant sur le masculin afin de en faire baver comme elles en ont bavé. Ça, il faut remettre les compteurs à zéro et on sera extrêmement vigilante là-dessus. Normalement, ça devrait, enfin d'après nos calculs, ça devrait fonctionner très bien. Il est un fait que nous nous présenterons quand même relativement souvent. On n'hésitera pas à interagir avec la population, tout simplement, au départ en tout cas beaucoup, tout simplement pour avoir l'occasion d'exprimer le fait que nous représentions un modèle. Un modèle, pas de modèle, je vous sens penser. Ah, mais je n'ai rien dit, je vous écoute avec attention. Oui, mais vous n'en pensez pas, moi. Allez, bon, j'en étais où, moi? Oui. Nous sommes des modèles représentatifs du féminin sacré, quelque part. Donc, vraiment, la féminité, dans sa douceur, dans sa beauté, dans sa finesse, dans sa solidité, et dans sa force, hein, dans tout le panel. Donc, je pense que nous allons beaucoup tabler sur le fait que les Edwige sont des femmes séduisantes et qui vont forcément attirer le regard de l'homme. Les hommes, on fera, je le dis comme ce sera, mais on attirera, on s'arrangera de manière subtile, hein, attention, hein, pour attirer le regard de l'homme, pour détourner quelque part le regard de l'homme de la femme, mais pour qu'il soit orienté vers nous, et que nous représentions quelque chose, un idéal qu'il souhaiterait pouvoir approcher. Et la femme, en contrepartie, devra, pour récupérer ce regard, devra faire tout son possible pour nous ressembler. Et c'est là que nous induirons le fait que nous représentons le modèle à suivre, si de toute façon elles veulent récupérer le regard du masculin.
Ouais, ça a l'air un peu tordu comme ça, mais psychologiquement, c'est très finement analysé, en l'occurrence. C'est une stratégie du Hero Dark. En général, en termes de stratégie, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc je pense que ça fera son effet. Il y a tout un travail alchimique du du relationnel entre l'homme et la femme et un travail de reconstruction auquel il va falloir s'atteler de manière à ce que il puisse y avoir une nouvelle phase de consolidation du rapport entre homme-femme. Et ça devrait s'équilibrer comme ça. De toute façon, nous serons là beaucoup pour ça au départ aussi. Et nous ferons en sorte d'affiner cette stratégie en fonction des moments, des instants, des possibilités, etc., des occasions, et faire en sorte que finalement l'homme reconnaisse à la femme sa grandeur et son importance, que la femme pardonne à l'homme qui aura changé sa psychologie vis-à-vis d'elle, et que ensemble cette complémentarité reparte d'un nouvel élan afin de reconsolider l'humanité dans sa bipolarité, tout simplement. Donc ça devrait quand même très très bien se passer. Maintenant, le comportement des femmes entre elles, ça c'est autre chose. Bon, là aussi, jamais aucune biche ne s'est disputée avec aucune autre. Jamais aucune biche n'a jalousé une de ses sœurs. Jamais, ça ne même pas à l'esprit. Ça, malheureusement, ça dépend moins de nous que de l'évolution de conscience de l'humanité dans sa polarité féminine. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jalousie entre les femmes qu'entre les hommes. Ça, on l'a quand même clairement constaté. Et ça, il n'y a qu'une évolution de conscience qui pourra témoigner de ça. Les femmes ont tendance à être quand même relativement fourbes quand l'occasion se présente de l'être et qu'elles n'ont pas la carrure intérieurement, la carrure suffisante pour juguler ça et que leur conscience prenne le pas sur l'instinct. Donc là aussi, c'est une question d'évolution. Alors les nouvelles générations poseront de moins en moins de problèmes avec ça, jusqu'à disparaître comme relativement rapidement. Maintenant, les femmes qui passeront le cap du basculement et s'intégreront à la nouvelle civilisation devront faire attention à ça, de manière à ne pas entrer en conflit avec les énergies paradigmatiques qui s'opposeront quand même beaucoup à ça. Parce que s'il s'agit de faire refaire l'unité, une unité correcte, à minima correcte, entre l'homme et la femme, eh bien, les hommes entre eux devront faire l'unité aussi de manière fiable et de manière droite et juste, exactement comme les femmes. Ce sera peut-être un peu plus difficile pour les femmes, mais quand même. Donc voilà. Encore une fois, c'est une évolution paradigmatique. Ce n'est pas uniquement un changement de régime politique ou économique et social. Les gens ont tendance à se focaliser là-dessus parce que finalement ils ont envie que le système change. Mais ils voient pas l'énergie de fond qui permet ça. Parce que si le paradigme n'influençait pas comme il le fait, jamais nous n'aurions pu avancer d'un centimètre, évidemment. C'est pour ça que durant tout l'âge de fer, l'ennemi avait prescience sur toute chose et maintenait ça d'une main de fer. Il a senti l'âge d'or arriver fin des années 80, fin. Il a tout fait pour consolider sa propre position et son emprise, mais ça, bien des choses se sont affaiblies en termes d'influence venant de sa part. Forcément, donc aujourd'hui, il est défait, soit, mais que l'ennemi soit défait est une chose, et que l'être humain évolue vers un autre paradigme, celui dans lequel il a toujours été habitué à baigner, c'est différent, c'est d'autres choses encore. Mais ça devrait bien se passer. De toute façon, nous serons là toujours pour garantir l'équilibre. On défendra les femmes, mais contre les hommes. Mais je vous garantis qu'il nous arrivera plus d'une fois de défendre les hommes contre les femmes. Ça, c'est une évidence. Et dans ce cas de figure précis, on ne sera pas plus tolérante envers les femmes parce qu'elles en sont certainement pas. Pour nous, l'enjeu, c'est véritablement se serrer la main, se serrer les coudes. Pas forcément se taper dans le dos, en tout cas pas se poignarder dans le dos, ça certainement pas, et de la part de qui que ce soit.
Et pour le coup, c'est quand même du sérieux, cette histoire-là. Hein. Eh bien, l'avenir de l'humanité en dépend. Rien de moins. Donc, oui, du sérieux, oui, franchement, oui. Bon, voilà pour ça. Merci Géraldine. Alors, elle ajoute une remarque donc à ces questions. Ces podcasts sont passionnants, j'ai de plus en plus de questions à vous poser. Je me sens comme un enfant qui découvre la vraie vie. À propos d'enfants, merci d'avoir sélectionné les questions de mon fils, c'était Valentino je crois. Je constate avec joie et surprise à quel point les enfants sont déjà prêts et ouverts à toutes ces nouveautés. Merci encore à tous les deux. Ça c'est un fait. Hein. Les générations sont là et on filtre à l'entrée quand même. Beaucoup. Alors, ça, c'est un fait tout à fait concret. Hein. C'est clair que non seulement toutes les crapules ne peuvent plus passer, hein, elles sont bloquées, elles peuvent plus descendre. Mais en plus, les âmes quand même qui arrivent sont quand même sélectionnées. Hein. On ne laisse pas passer n'importe qui. Et c'est toujours sous condition, hein, désormais. Hein. Les gens prennent l'engagement absolu de suivre le programme et de contribuer, de concrétiser selon le chemin de vie choisi au maximum de leurs possibilités cet idéal qu'ils se sont fait enseigner dans les colonnes avant de venir. Donc gare à celui qui, une fois arrivé en bas, c'est arrivé en masse, hein, nous fasse un doigt d'honneur et puis maintenant j'y suis, j'y reste. Ça marche plus hein, par contre. Donc c'est retour expéditeur. Hein. Je me souviens d'une année, ça devait être dans les années 2010, il y a eu des wagons entiers, c'était des bus beaucoup, d'enfants qui n'ont pas réussi à se maintenir, qui sont retournés dans les colonnes avec interdiction de revenir parce que ils avaient ouvertement violé leur serment. Ça c'est niette. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a eu une année où il y a énormément de décès de jeunes enfants parce qu'il y avait pas moyen d'en obtenir quoi que ce soit. Ils avaient ouvertement pris la décision d'envoyer promener leur promesse et de faire ce qu'ils voulaient. Ça ne marche plus. Donc voilà. Alors les enfants qui se maintiennent et qui sont en bonne santé, eh bien vous pouvez considérer que ce sont des gens qui tiennent leurs engagements. Et les autres, moins. De toute façon, il n'y a pas d'autre raison de supprimer son droit au maintien à l'incarnation à une âme que celle-ci. Je parle d'un enfant, évidemment. Hein. Parce qu'on dira, l'innocence, les enfants sont innocents. Non, ils sont pas innocents, pas plus que les adultes. Ils ont moins de possibilités d'expression. Et c'est pas parce qu'un enfant est jeune que l'âme est jeune. Hein. Loin de là, faut se défaire de cette idée-là, parce qu'elle est complètement fausse, en l'occurrence. Il y a de sacrés crapules qui jouent avec des petites voitures encore, et donc il vaut mieux les retirer de là avant qu'ils posent problème. Contrairement au temps passé où c'était les crapules qui passaient en premier et en deuxième les salopards. Et quant aux gens bien, il fallait vraiment qu'ils jouent des coudes ou qui profitent d'une inattention pour pouvoir revenir. Et encore, on leur en faisait baver. Donc ça, ce temps-là est terminé, bien sûr. Eh bien donc les enfants qui se maintiennent, eh bien ouf et de gros bisous et félicitations d'avoir relevé le défi. Et puis on fait un gros bisou à Valentino aussi. Hein oui, on fait un gros bisou à Valentino. Et c'est quelqu'un de bien. Ah ben voilà, la maman peut être toute fière. Allez, on passe à la suite. Marjolaine, une fois encore, bonjour Marjolaine, qui nous demande ceci. Est-ce que la paix ne durera que 1000 ans ? Pourquoi que 1000 ans ? C'est biblique ça. Ouais, je crois que Marjolaine est canadienne en fait. Et c'est vrai que comme la plupart des Canadiens, l'emprise, je dirais, du catholicisme est quand même relativement conséquent. Donc c'est vrai qu'on garde des références forcément en lien avec la tradition à laquelle on appartient. C'est pas toujours exact. Alors cette histoire de 1000 ans, elle n'est pas fausse quand même. Hein. Il faut dire que normalement, bon, il y a prescription. Hein, cette histoire de 1000 ans est terminée. Il était dit, c'était valable à un moment donné. Au retour de l'âge d'or, il devait y avoir 3 étapes. C'est-à-dire une étape de 10 ans après l'âge d'or, puis une étape d'un siècle et une étape de 1000 ans. Donc ça ramenait à 1110 ans, au bout desquels l'âge d'or devait être parfaitement confirmé, sinon c'était échec. Donc l'histoire des 1000 ans, c'est ça. Hein. Suite à quoi le diable enchaîné serait déchaîné pour tester l'humanité, et puis si l'humanité triomphe, alors il serait réenchaîné pour l'éternité.
Ça, c'était encore une manœuvre de l'ennemi pour avoir une dernière chance au cas où il en aurait plus. Donc bon, ça a été abrogé. On l'a pris à revers, puisque de toute façon, après 24 ans, il me semble, on est passé en âge de diamant. Et donc, ces histoires de différentes étapes, 10, 100 et 1000 ans, ne jouent plus. Donc ça c'est définitivement terminé. Donc non, la paix durera éternellement jusqu'à ce que la planète en perde la vie, parce que son temps sera arrivé eh ben, au bout de sa possibilité d'existence, comme tout ce qui vit. Tout ce qui vit meurt un jour, ce sera pareil pour la planète. Mais durant tout ce temps, non, la paix sera absolument garantie, de manière absolument inconditionnelle. C'est l'intérêt aussi de parvenir à une totale unification des peuples de ce monde, avec une bannière de référence qui est celle de l'unité. Évidemment, on consolide les peuples autour de l'unité. Alors jusqu'à présent, on avait des États-nations auxquels les gens ont beaucoup tenu et tiennent encore dans bon nombre de cas, parce que c'est très identitaire pour eux. Moi, je suis français, moi, je suis canadien, moi, je suis belge, moi, je suis chilien, moi, je suis japonais. Bon, mais il faut aller au-delà de ça. Hein. On est quand même... Vous êtes tous sur la même planète. Il faudrait peut-être commencer à penser navire. Hein. On est tous, nous comprises, sur un navire. On est en plein océan. Bon, la tempête fait rage, peu importe, ça va se calmer à un moment donné. Mais alors il y a des gens qui sont à la proue, d'autres qui sont à la poupe, d'autres qui sont à fond de cale. C'est les méchants aujourd'hui. Avant, c'était les gentils. Enfin bon, il y en a qui sont perchés au haut du mât. Enfin bref. Et en fait, personne de cette distance dans ce bateau ne s'aperçoit qu'il est sur un bateau et que les autres, ils sont aussi. Ah non, moi je suis sur ma proue, c'est la mienne, c'est ma proue, c'est là que je vais. Non, les gens de la poupe là au bout, ils font n'importe quoi, ils me plaisent pas, il faut les détruire. C'est complètement ridicule, quoi. Un bateau ne se fait pas la guerre à lui-même, à la limite. On peut comprendre qu'ils sortent les canons pour essayer de combattre un autre bateau agresseur. Ça peut se concevoir. Mais pas sur le même bateau. C'est dingue, le bateau il va où, comme ça? On peut pas, hein. Mais c'est exactement ce qui se passe sur la planète. Donc l'ennemi a vraiment tout fait pour faire se retourner les gens les uns contre les autres, les peuples les uns contre les autres, les pays, les couleurs, les ethnies, les religions, bien sûr. Oh là là, les partis politiques, hein, les partis politiques ne servent qu'à ça, exclusivement. Ça servent absolument à rien d'autre qu'à diviser les gens autour d'opinions opposées. Donc voilà, non, ça il faut, c'est terminé, ce sera terminé, à partir du moment où ce sera terminé, les gens comprendront, verront eux-mêmes, auront la clarté d'esprit de faire le constat que c'est une absolue évidence qu'on est sur un monde, qu'on appartient à ce monde, que tous ceux qui y vivent, y appartiennent, et puis qu'on a tous intérêt à se tenir les côtes pour que ça aille fantastiquement bien pour chacun, et puis voilà. Tout simplement, là encore, c'est une évolution de conscience, davantage qu'un changement de régime politique. Une évolution de conscience. Donc non, hein, la paix ne durera pas que 1000 ans, loin de là. D'accord. Donc une fois le nouveau paradigme mis en place au niveau sociétal, la paix sera garantie à tous. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Mais absolument. Ni plus ni moins. C'est absolument ça. Garantie. Eh ben c'est fantastique, comme d'habitude. Que des bonnes nouvelles. Alors Marjolaine nous pose une deuxième question. Vous dites être capable de sonder une personne. Est-ce pareil pour tout ce qui existe? Et les sans-âme? Alors là, je suppose que les sans-âme, il est question des agents de l'ennemi, je suppose, hein, puisqu'on avait dit que certains étaient effectivement sans âme. Alors là aussi, il faut s'entendre sur le terme d'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'une âme et qu'est-ce que c'est de ne pas en avoir? On dit sans âme, pas complètement, mais disons que ces gens, enfin certaines personnes, en tout cas parmi eux, n'ont aucune trace de vibration d'absolu en eux. Ils ne sont pas des créatures de l'absolu. Ils sont des créatures de l'anti-Dieu. Clairement. Il a toujours été proclamé que Dieu seul était créateur. Mais comme l'anti-Dieu est de même nature, il avait cette possibilité aussi. Il ne s'en est pas privé, forcément.
Au grand dam de l'absolu qu'il ignorait, et qu'il a ignoré longtemps. Hein, donc, alors, oui, on est capable de sonder n'importe qui. Alors, pour tout ce qui existe, on peut sonder je sais pas moi, un robinet, mais bon, ça nous apportera pas grand-chose. Maintenant, sonder le vivant, oui, effectivement. Que ce soit un animal, un végétal, ou un minéral, ou un élémental, tout ce qui est conscient. Tout ce qui est conscient. On peut sonder, je reprends l'histoire de la voiture high-tech, on peut sonder dans cette voiture la part de conscience qui est susceptible potentiellement d'interagir. On reconnaîtra également des influences sur l'électronique venant de cette conscience, puisqu'elle intègre cette électronique, c'est quelque part cette électronique, en plus de la mécanique, mais surtout l'électronique qui lui donne accès à une possibilité de conscience. Et des capacités d'interaction, ça on le sent aussi. Maintenant, si admettons un chien vient vers nous, on sait exactement de qui il s'agit, quelle est la conscience canine qui est derrière, si c'est une conscience canine, parce qu'il n'y a pas que des consciences appartenant à la même groupe des chiens qui incorporent des chiens, ça peut être d'autres choses. On peut voir, évidemment, c'est tout simple, hein, c'est comme si une fleur est rouge, on la voit, quoi. C'est pareil. Contrairement au chat qui ne voit pas le rouge, par exemple. Donc oui, il n'y a aucun problème. Alors par contre, pour les sans-âme, c'est vrai que j'avais dit que ces gens-là, il était difficile quand même de percer une forme de conscience d'une certaine manière, parce qu'il y a énormément de vide derrière. Enfin, c'est pas du vide, c'est une espèce de masse chaotique, informe, enfin bref, c'est assez particulier. On a du mal à sonder ces gens-là. Mais à partir du moment où on sonde, qu'on ne peut pas sonder, eh bien on sait à qui on a affaire. Et de toute façon, il n'y a rien à en retirer. Ces gens-là doivent être éliminés. Donc à la limite, on le rencontrera, on se rend compte que c'est ça, il peut faire de grands sourires tout gentils, lui demander l'heure très poliment. Eh bien, voilà, vous avez compris ça. Non, on peut pas. De toute façon, à partir du moment où une conscience est de cette manière insondable, et je précise quand même que rien ne nous arrête. Hein. Ça fait longtemps quand même qu'on est sur cette question-là, et ça s'est absolument toujours vérifié. Toujours. Même une conscience informatique, hein, on approche un ordinateur, on sent la conscience qu'il peut y avoir dedans. Hein. Plus ou moins développée, plus ou moins influencé par celui à qui l'ordinateur appartient, qui lui-même a peut-être pu se laisser légèrement influencer. Toutes les interactions sont perceptibles. Mais c'est vrai qu'avec ces gens-là, on ne perçoit pas grand-chose. À partir du moment où on sent ce vide, on sent que c'est quelque chose d'épouvantablement néfaste et qu'il faut absolument éliminer. Absolument éliminer. Vous avez... je ne sais pas moi, vous avez une grosse trace par terre qui sent épouvantablement mauvais chez vous. Vous allez faire quoi? Vous allez la nettoyer. C'est exactement ce qu'on fait. À notre échelle, ça correspond à ça. C'est quelque chose qui doit impérativement être nettoyé pour éviter que ça contamine le reste. Alors la trace par terre, elle est pas méchante, hein. C'est pas de la méchanceté. Et puis elle bouge pas, elle rampe pas, elle va pas, elle tue personne. Mais ça sent mauvais, ça développe des bactéries, il y a plein de conséquences corollaires à ça. C'est pour ça qu'il faut nettoyer. Voilà. Donc, alors, on n'est pas des fanatiques de l'asepsie. Hein. Faut pas aseptiser. Hein. Faut laisser. Mais tout toujours est une question de balance. Une balance. Voilà. Il faut que la balance soit à l'équilibre. Et ce genre de manifestation, que ce soit la grosse chose par terre qui sent pas bon, ou quelqu'un dans la rue qui vibratoirement, sur le plan subtil, pue également, mais méchamment, il faut le nettoyer, tout simplement. Alors, on n'a rien contre la personne, mais quand on enlève ce qui sent mauvais, tout le reste part, parce qu'il n'y a rien d'autre que ça. Donc finalement, finalement, la disparition de la personne est un corollaire à ce que nous faisons. Nous, notre objectif n'est pas de tuer une personne comme ça. Tuer ne veut rien dire. Tuer, c'est ennemi. L'ennemi tue pour se débarrasser de quelque chose qui le gêne. Là, nous, on nettoie, on rend clean. Maintenant, si, à part ce qui est sale, il n'y a rien, effectivement, tout va disparaître.
voyez la logique, voilà. Mais donc c'est contaminateur. Donc les sans-âme, on n'a pas besoin de les sonder. Si on voit qu'on sonde pas, c'est que c'est à éliminer. C'est tout simple. Bon, d'accord avec ça, mais admettons qu'une telle personne fasse amende honorable, soit sympathique, soit gentil, soit sincère, soit rende service, demande pardon, un genou à terre, lâche ses armes, demande un ralliement. Enfin, je sais pas, hein, vous voyez, vous faites quoi? Je l'ai dit, on élimine. Enfin, vous pouvez pas éliminer quelqu'un qui ne fait rien, et qui n'est pas mauvais, et qui reconnaît potentiellement ses fautes, et implore le pardon, et se met à votre service. Enfin, vous pouvez pas. Si, on peut. Et on le fait d'ailleurs, sans se retourner. Mais comment vous pouvez justifier ça? Justifie quoi? Le fait de l'éliminer, d'être impitoyable face à ses suppliques? Oui, c'est ça, ne pas lui accorder le pardon qu'il implorerait, par exemple. Ah, mais on lui accorderait inconditionnellement le pardon qu'il demanderait. Mais on l'élimine quand même. C'est très factuel, en fait. Ce n'est pas, il n'y a pas le bien, le mal. Il y a ce qui est juste, ce qui permet l'équilibre, et ce qui est naturellement contaminateur. Naturellement. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'acte, n'est pas dans le choix, n'est pas dans la décision. C'est quelque chose qui, par nature, est destructeur et contaminateur. Il y a des gens, parmi les grandes familles régnantes de ce monde, il y a des gens qui sont parfaitement gentils, agréables, qui donnent de l'argent pour aider les pauvres, qui vont même prendre un après-midi par semaine pour aller aider les malades. Ils le font sincèrement, le sourire, ils apportent des cadeaux, ils sont gentils avec les gens, ils repartent, ils font jamais de mal à une mouche. Mais partout où là ils passent, ça meurt et plus rien ne repousse. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est naturellement contaminateur. Ce n'est pas dans l'acte, c'est dans la nature profonde. L'anti-Dieu est en eux une aberration, une abomination qui pourrit tout ce qui est vivant, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau. Ils n'ont rien besoin de faire. Le fait d'être suffit à corrompre tout ce qui les approche et de très loin. Donc, on élimine. Waouh, quand même. Enfin, vous le savez, ça, quand même. Dites pas, vous tombez pas des nues, je vous apprends rien. Oui, effectivement, c'est vrai que je sais ça. Mais de l'entendre dire comme ça, c'est violent quand même, hein. De la part d'une petite jeune femme toute mignonne. Vous êtes toute mignonne aujourd'hui, Hélène. Ah bon? Qu'est-ce que ça a à voir? Oh ben rien, mais je vous le dis, c'est tout. Ah, d'accord. Et d'habitude, je suis pas toute mignonne? Si. Mais c'est la première fois que je vous vois avec une queue de cheval. Ça vous va? Vous êtes à croquer. Oh. Vous faites du plat? Non, je fais pas du plat. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai le droit de vous faire un compliment quand même. C'est vrai, vous êtes toute mignonne. Bon ben, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est vrai que ça tranche quand même. Hein. C'est vraiment on voit, on vous imagine. Bon, les gens connaissent plus ou moins votre visage maintenant. Hein. Imaginez une jeune femme comme ça, toute voilà, qui a l'air menue et fragile. Elle vous sort des propos comme ça, d'une radicalité face à l'ennemi. C'est wow, ça fait froid dans le dos quelque part. Quand on n'y est pas confronté, bon, on le sait en théorie, hein, mais quand on est confronté à l'évidence de ça, ça fait bizarre. Ah, mais ça, c'est un gros avantage face à l'ennemi, hein, parce que ça lui a fait bizarre aussi, à lui, hein. Ça lui a tellement fait bizarre qu'il n'est même plus là pour le raconter, hein. Le peu de ces représentants qui restent encore actifs, que nous, laissons pour l'instant, dans leur enclos avec la main dessus, la main sur le collet, eux peuvent en témoigner, hein, c'est clair. Jamais il aurait imaginé ça possible. D'ailleurs, il n'y croit toujours pas. Hein. Il n'y croit pas. Mais bon, peu importe, on a la main quand même. Eh ben, comme quoi. Allez, on se dépêche un petit peu, parce que quand même, le temps tourne, et l'heure passe, hein, si je puis dire. Alors, dernier intervenant, un ou une anonyme, qui nous dit ceci.
Bonjour, j'écoute avec assiduité les conversations depuis le début et je les trouve très intéressantes. Merci. Apparemment, les Twitch peuvent intervenir physiquement, être filmés, interviewés et enregistrés. Il semblerait bien que oui. Pourtant, vous dites que vous ne pouvez rien faire pour empêcher des gens de se suicider de désespoir parce qu'ils croient que l'ennemi est encore au pouvoir, à part crier depuis les dimensions éthériques et ne pas être entendu. Attention, ne pas être entendu, ce n'est pas tout à fait exact, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Les âmes refusent d'écouter. Bouche les oreilles au subtil. J'ai rien entendu, j'entends rien, c'est pas la peine, bla 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 bla, j'entends rien, voilà. Ça tient plus de ça quand même, parce que nous avons parfaitement les moyens de nous faire entendre, je vous garantis. Oui. C'est souvent de la mauvaise volonté de la part des âmes. Ouais, je m'attendais à une rectification de ce genre. Alors, donc, à part crier depuis les dimensions éthériques et ne pas être entendu, donc, je me demande pourquoi leur Twitch tutélaire ne leur apparaît pas pour leur dire en clair que tout va bien et qu'il ne faut pas perdre espoir. Ça, c'est toujours la grande question. Pourquoi la Twitch tutélaire n'apparaît pas? Pouf, voilà, et puis... pourquoi alors? Une Twitch tutélaire a des règles à respecter. L'incarnation correspond à l'ensemble de règles que l'âme doit respecter aussi. C'est un grand jeu, et ce jeu-là, pour qu'il fonctionne, doit suivre des règles. De toute façon, j'ai bien raconté, la première personne, le tout premier membre de ce qui est aujourd'hui la faction PK-11, Dragonfly. Là, c'était un colonel de l'armée américaine. Moi j'y étais pas, mais enfin, je le sais, un groupe de 6 à 7 sœurs à moi sont allés le voir, soit apparu dans son bureau, en se présentant, dit voilà, là. Le gars les a regardés très froidement, sans sourciller. Quand elles ont vu finir de parler, il a pris le téléphone, il a téléphoné au médecin du camp, il a demandé son internement à l'hôpital psychiatrique. Mais recta, sans se retourner, elles en sont restées bouche bée, quoi. Mais enfin, et ensuite, il a fait comme s'il n'entendait rien. Il a attendu que le gars vienne. Il est parti avec lui. Il s'est fait enfermer, quoi. Comment croyez-vous que les gens réagiraient? Vous-même qui posez cette question, à la limite, vous accordez un minimum de crédit à ce qui se dit ici. Vous semblez admettre qu'il y a une possibilité qu'existe une telle fiche tutélaire, admettons, voilà, vous acceptez l'idée. Mais si elle vous apparaissait comme ça, pouf. On dit, voilà, je me présente, je suis votre fiche tutélaire, je m'appelle comme ça, comment ça va? Quitte à vous donner des preuves, des précisions de ce que vous avez fait dans l'intimité les heures passées, que personne à part elle ne pouvait savoir, vous sauriez que c'est bien votre tissu tutélaire, soit. Bon. Honnêtement, vous croyez que vous ferez quoi? Vous direz, tiens, salut machin, ça va? Je suis content de te voir. Non, votre mental va casser méchamment, vous allez vous retrouver, vous aussi, en hôpital psychiatrique, si vous n'avez pas le mental suffisamment solide. Ça va créer des désordres psychologiques en vous. Il y a des réactions de rejet vont naître dans l'inconscient. Vous allez subir une espèce d'ébullition intérieure qui va complètement fracturer votre perception de la réalité. Vous allez vous retrouver face à un miroir fracturé avec des éléments épars. Vous ne saurez plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Non, croire que ça peut se passer comme ça le plus naturellement du monde, c'est du pur fantasme. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas. Le mental est trop fragile pour ça. Il est encore trop fragile. Tant que vous n'avez pas été confronté personnellement à cette situation, même vous qui semblez croire à cette possibilité, vous ne tiendriez pas le choc, je vous le certifie. Il faudrait vraiment que vous ayez une carrure mentale, une psychologie, une assise, une puissance psychologique absolument hors norme. Et encore, ça vous ferait quand même franchement bizarre. Franchement bizarre, même le sachant, même y croyant. Alors quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de rien, mais le mec il se tire une balle, ou alors ils sont dans la folie, il en ressort plus. Ça je vous le garantis. Mais même sans parler de ça, admettons que ça puisse se passer beaucoup mieux, la personne en question n'aurait rien à y gagner. Parce que les solutions doivent venir de lui, pas de quelque chose d'extérieur. Tant que l'influence est sûre à son oreille subtile, ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut accepter, sera considéré comme venant
sera considéré comme venant de lui. Mais si l'indice lui apparaît et lui parle comme ce serait, enfin je sais pas, comme si son voisin ou sa voisine le faisait, ce sera considéré comme extérieur. C'est-à-dire que le message transite par le mental, ça passe par le mental, ensuite ça filtre, il n'y a plus moyen. Alors que si elle passe par le plan subtil sans se montrer, ça passe par d'autres voies que la voie mentale. Ça passe par tout un réseau, des canaux de distribution d'énergie, d'informations qui sont perçus intuitivement et qui transitent par des zones permettant un véritable éclairage intérieur, une véritable prise de conscience. Si ça arrive à être mentalisé, s'il n'y a pas de refus, parce que là le refus est facile quand même, eh bien les conséquences de cette écoute via l'intérieur sera complètement différent d'une expérience où on acceptera, même parfaitement bien, un message extérieur. Ce sera toujours considéré comme quelque chose d'extérieur qui, ok, on lui dit, bon, ok, c'est bon, ça va, mais si on vous donne une information, ça, c'est classé dans votre esprit comme une information reçue, telle date, concernant ceci, cela, intéressant, etc. Si ça vient de l'intérieur, ça prend toute une autre dimension en termes de conscience. Et c'est ça qui doit impérativement être privilégié. L'incarnation, c'est l'expérience du vécu personnel en contexte. Un contexte complètement artificiel, parce que ce que vous voyez du monde, en fait, n'existe pas. Pas comme ça, c'est une pure interprétation de quelque chose, et vous vous y retrouvez plus ou moins bien dans le cadre des différents codes qui président à l'interprétation de ce qui vous entoure et des événements avec lesquels vous interagissez, pardon. Mais voilà, mais c'est ça qui est essentiel. Sinon, je sais pas, moi. Quand vous apprenez à marcher en étant petit, vous le faites vous-même. Vous ne dites pas, ah tiens, j'ai vu quelqu'un qui marchait, il fait comme ça, c'est bon, alors c'est bon, j'ai compris. C'est exactement la différence entre le fait de comprendre par soi-même et que quelqu'un apparaisse devant vous pour vous dire ce qu'il en est. De toute façon, la personne dira, je n'y croyais pas, ou vous êtes qui, vous voulez quoi. Vous voyez, l'approche est complètement différente. C'est au niveau de l'expérience de l'âme et de la conscience, ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est la différence entre regarder la télé et vivre soi-même une aventure. C'est exactement pareil. Donc, ce serait parfaitement contre-productif pour le Twitch tutélaire d'apparaître à la personne dont elle a la garde pour lui expliquer les choses comme ça de l'extérieur. Complètement contre-productif. Ça ne servirait absolument à rien. Voilà. Vous savez, Iliana, je vous trouve de plus en plus passionné dans vos explications et vos discours. C'est vraiment étonnant. Ah bon, vous trouvez? Je ne sais pas. Peut-être, c'est possible. C'est possible que je sois peut-être un peu plus à l'aise ou un peu plus... Je ne sais pas. Peut-être, si vous dites, je vous crois. Oui, je pense que nos amis qui nous écoutent pourraient aisément témoigner. Eh bien voilà. Si ces entrevues vous plaisent, eh bien, comme d'habitude, merci de bien vouloir les liker et les partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier également. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la Prakona Senamuka ou à Iliana personnellement, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questionodvish afin de nous les transmettre. Les commentaires sont modérés mais ouverts, alors laissez-y vos remarques si vous le souhaitez, vos questions, petites questions, et puis ça nous fera toujours plaisir d'avoir votre retour. Iliana, voilà, nous sommes arrivés déjà à la fin de cette vidéo podcast numéro 36. Je vous remercie pour votre présence, votre disponibilité, comme d'habitude. Merci pour ces excellentes réponses, et je vous donne à vous et à tous ceux qui nous écoutent rendez-vous bien jeudi prochain, et je vous souhaite une bonne semaine en attendant. Prenez soin de vous. Au revoir Iliana, à tout bientôt. Eh bien, merci pour tout. Eh bien, à bientôt, donc, à la prochaine. Eh bien, on fait comme ça. Allez les amis, une bonne semaine, et à la prochaine. Allez, au revoir.